merci d'être venu. Je remercie évidemment, comme le veut la tradition, le libraire Francis Chafut et son équipe. Bien entendu, Philippe Courrier-Genoux, qui a eu le plaisir et l'amabilité de venir lire des textes d'Istrati tirés, mais pas uniquement, du livre pour lequel nous sommes là ce soir, Isaac, le tresseur de fil de fer, agrémenté d'un autre récit en Égypte, publié par un éditeur qui vient de décéder il y a à peine un mois, Edmond Thomas, édition Plein Champ. Et le mieux pour le présenter, c'est que Philippe vous lise le petit prologue que Edmond Thomas a écrit pour ce livre. Prologue. Et si ma voix est cassée, si aujourd'hui je ne peux plus ni chanter ni siffler, cela me rappelle qu'à l'inverse de tous ces insuffisants suffisants qui s'écoutent parler à longueur de temps, je n'aime pas m'étaler. Qu'y a-t-il d'exceptionnel dans mon parcours? Rien. Je suis à un moment de mon existence où je me penche sur mon passé, c'est un fait, mais dans le fond, ce passé n'est pas que le mien. Il nous lie tous et toutes. Il nous est commun. Les histoires que j'ai à raconter sont banales, en tout cas certainement pas plus captivantes que d'autres, mais elles illustrent une époque et des destinées qu'on gagnerait, pour une part du moins, à ne pas oublier. La mienne, c'est celle d'un jeune homme issu d'une famille démunie qui, poussé par la curiosité, s'est intéressé aux livres et en a fait une vie. Très bien. Oui, ce récit mêle donc une éloge de l'amitié et une célébration du vagabondage. Et le mieux pour vous présenter Istrati, et y compris d'une certaine façon ce texte, même si le texte que Philippe va lire aujourd'hui, il n'est pas contemporain d'Istrati, mais un texte d'André L'Hôtel que j'ai trouvé dans la revue d'André L'Hôtel, tout simplement. Un texte qu'André L'Hôtel a écrit en 1951 dans la revue Combat, 51, et qui donne toute la dimension de ce qu'était Istrati et le voyage et l'aventure chez Istrati. Philippe. Donc, André L'Hôtel, bon, je vais lire cet article paru dans le journal Combat en 1951. Ce sont des extraits. On a fait le silence autour de son œuvre. Je n'en connais pas les raisons, mais il semble que personne ne songe plus à recueillir Panaït Istrati. Il ne s'est jamais civilisé, qu'il ait appartenu ou non à un ordre social, anarchiste, individualiste, s'écrit-on assez volontiers. Et c'est facile à dire à propos de qui veut d'abord célébrer la vie, l'univers et l'amitié, et même certains désirs ardents d'un ordre qui ne soit pas avare. Il semblerait plutôt qu'un tel homme aurait souhaité la puissance dans ce quel empire de la nature ou des hommes, mais une puissance assez grande pour s'arrêter comme la mer sur les rivages infiniment calmes. Une souveraineté capable de ménager des heures de clémence où se déclarerait justement cette fabuleuse liberté. Ce fut pour Panaït Istrati l'empire de la pauvreté, de la maladie et d'une ignorance avide de lumière décisive, dans ses yeux ouverts à toute merveille. Ce qu'il refuse, c'est de gâcher la vie terrestre et de passer sous silence la sauvagerie fraternelle des Landes, de la Méditerranée, des glaces du Danube. Il nous compte les équipés des gamins qui s'en vont royalement se gorger de mûres dans les îlots du delta, la poursuite des graines magiques, des chardons à travers le Baragan, et aussi ces jeux de cerfs-volants dans les petits bourgs d'Europe centrale ou orientale. Voyager, manger pendant des jours et des jours, rien que de la salade, voler dans la banlieue de Naples, afin d'avoir la joie de prendre le bateau pour l'Égypte, direttissimo,
et retrouver là-bas d'autres promenades, d'autres flots, sans compter jamais les ennuis. Par pas une fuite du luxe qu'on paye au plus haut prix, le prix de la santé, parce qu'il faut absolument découvrir la richesse du monde au lieu de faire semblant d'avoir compris. Non, Panaït Istrati cherche à s'instruire sur les mœurs des hommes, leurs tendresses et leurs ambitions. Et surtout, il veut accéder à la connaissance, pour lui presque impossible, des livres, de n'importe quel livre. Il nous apprend, ou il nous rappelle, la valeur étonnante des bouquins qu'on voit pendant des mois dans la boîte du libraire sans pouvoir l'acheter, le prendre dans les mains et découvrir ses profondeurs. Nous voici loin de l'humanisme régnant. C'est la certitude que quelques pas faits dans le monde, quelques feuilles lues en hâte au coin d'une rue vont révéler des perspectives inouïes. Et rien n'est mieux assuré parce que il suffirait de ne pas se cantonner, mais d'attendre et d'espérer autre chose que soi-même pour être comblé au-delà de toute mesure. Ne pas craindre l'air du large, refuser, au moins en certaines heures propices, d'économiser l'inépuisable. Enfin, il y a ce chant continuel qui célèbre l'amitié sans d'ailleurs expliquer en quoi elle consiste, ni la justifier jamais, car ce sont la plupart du temps des amitiés de hasard, mal fichues et joyeuses, frères de misère, compagnons de voyage, hommes éblouis de voir ensemble la même beauté et contents de garder le même cœur lorsque cette beauté devient invisible. Cette exaltation rappellerait bien les transports de Jean-Jacques Rousseau, ou peut-être l'amitié de Rimbaud et Verlaine, autant de vagabonds qui ont su ne jamais renoncer à leur étrange loi. Mais de la nostalgie orientale se dégage un enseignement plus pur et qui dépasse nos révoltes et nos discussions. Enfin, il s'agit toujours, en effet, d'hommes qui se rencontrent et qui parlent sans souci, comme si le monde n'avait pas encore commencé, désireux seulement d'aimer les mots et les choses, juste avant que tout ait un sens à leur premier réveil, et d'aimer d'abord, à travers les paroles, la paix infinie qui est l'inoubliable écho de la voix humaine lorsqu'elle ne fait que dire les rêves, les biens partagés et par qui tout est pardonné d'avance. On a trop oublié le dénûment original, je le crois bien, et le miracle des anciens palabres. C'était là que nous étions simplement, au bord de la mer, sur le plateau du Baragan. Et que sommes-nous devenus? Merci bien de cette belle lecture. Un des sujets importants, comme je d'ailleurs l'ai déjà dit, en Égypte, c'est la différence que fait Istrati entre le vagabondage et l'aventurier, entre le vagabond et l'aventurier. Et alors, on pourrait citer, je crois que c'est Macorlan qui avait écrit un petit traité sur l'aventurier. Alors j'ai essayé de relire, mais je me suis dit, si je pars dans ces considérations comparées. Mais j'ai trouvé que c'est très, très intéressant et ça donne un autre aspect d'Istrati qui est, encore une fois, qu'on a souvent tendance à réduire à un conteur un peu simplé, qui est beaucoup plus subtil, qui est presque une morale si on veut, en tout cas de réflexion. Donc voilà, aventurier ou vagabond, selon Istrati, lu par Philippe. On attaque? On attaque, c'est un peu plus long. C'est des extraits, non, c'est assez rapide, Oui. Vous n'inquiétez pas, ça va durer pas 10 minutes. Mais c'est très beau. Je me souviens, dans ma cachette noire, comment naquit en moi le désir de voir l'Égypte. C'était sur les bancs de l'école primaire, en lisant des histoires bibliques dont les illustrations en couleurs vives embrasèrent mon imagination. Et un jour, comme notre maître me félicitait d'avoir lu avec feu l'une d'elles, je m'écriai aussitôt « Monsieur, moi je veux voir l'Égypte ». Le professeur sourit,
songea probablement à ma mère blanchisseuse et répondit, me frottant amicalement le menton, « Tu veux voir l'Égypte ? C'est un peu loin, et je crois que tu mourras ainsi que tes descendants sans l'avoir vue. » Puis, levant les bras au ciel, il ajouta, « Sauf !» J'étais désespéré, mais ce « sauf » me tranquillisa. Il y avait donc des circonstances où même un fils de simple journalière pouvait voir l'Égypte. Maintenant que le bateau m'y transportait, j'écoutais le bruit des hélices et je me disais presque pieusement, « Oui, s'il faut faire de la prison, j'en ferai volontiers chaque fois que je devrais aller en Égypte sans passeport et sans billet. Même je demanderais à un juriste de me dire de combien ma peine augmenterait avec chaque récidive. Car il vaut mieux partager sa vie entre la prison et l'Égypte de ses désirs que de la couler tout entière dans la servitude comprise entre son taudis et son travail. » J'ai tenu parole. À partir de ce premier voyage, 6 années de suite, je suis revenu en Égypte. On ne me trouvera pas une seule fois inscrit sur la liste des voyageurs, ni dans le registre des passeports. Si je n'ai pas payé avec de la prison aucune de ces randonnées, cela n'est dû qu'au hasard qui favorise les amoureux de toute vie exempte d'entraves forgées par la main de l'homme stupide. Et, appuyant mon front brûlant sur la balustrade du navire, je tâchais de retenir le plus possible ce sentiment de gratitude éperdue envers la vie qui me comblait de joie. Il n'y a pas de bonheur comparable à celui que vous arrachez à l'existence au prix de risques et de cruels efforts. Tout est joie, enviable, de ce que les hommes vous refusent mesquinement. Et toutes les joies sont nobles, toutes vous sont accessibles si vous les cherchez en plongeant votre main nue dans le brasier de votre destin. La morsure du feu même recule devant l'audace de votre désir, à condition que vous soyez toujours prêt à accepter d'être mordu par l'impitoyable gardien de toutes les joies terrestres. Il est féroce. Le souvenir de la faim prolongée pendant des semaines et même des mois, lorsqu'un morceau de pain vous semble un événement. Le manque de toit et la vermine qui font cortège à la faim sont un cauchemar tout aussi impitoyable. Et à moins d'être une brute qu'aucun animal ne saurait égaler, l'homme qui a connu cette dégradation-là en contracte une peur mortelle et fait de son mieux pour éloigner le retour d'une telle existence. Hélas. Il y a un ennemi plus fort que toutes les peurs. C'est l'impossibilité pour le vagabond de s'adapter à une situation. C'est son incapacité totale de persévérer à améliorer sa vie. C'est surtout son monstrueux cafard qui le travaille jour et nuit, simplement parce qu'il a trop vu les mêmes visages, les mêmes murs, les mêmes rues. Les vagabonds, qu'ils soient des hommes supérieurs ou des imbéciles, sont tous frères par ce côté identique de leur tempérament. Donc la destinée du vagabond est totalement contraire à celle que la création octroie au commun des mortels. À ceux-ci, une loi impérieuse développe l'instinct de conservation au point de leur faire renoncer à toute contemplation de l'existence. Ils ne vivent qu'en brûlant la vie, toujours prêts à sacrifier l'aujourd'hui au demain. De là, une lutte âpre qui ne prend fin qu'avec la mort. De la faillite de l'homme. Dieu sait dans quel but. Par contre, aux vagabonds, une loi tout aussi impérieuse
ramollit l'instinct de conservation jusqu'à lui rendre acceptable la pire incertitude du lendemain, jusqu'à lui faire regarder de sang-froid la menace de sa propre destruction, mais lui offrant en comparaison la joie de pouvoir s'attendrir sur toutes les minutes qui remplissent une de ses journées. C'est ce qui l'oblige à abandonner tout combat égoïste avec lui-même. De là une vie pleinement vécue, si par vie on veut bien entendre le culte de nos désirs. Le vagabond est l'homme civilisé de l'existence absolue. Si nous personnifions cette existence, nous la représentons sous l'aspect d'un somptueux équipage qui galope follement sur les routes de l'univers. Les vagabonds en sont les crieurs à pied qui lui font cortège et tombant morts en lui chantant gloire. C'est ce que j'entends par civilisation. Oh, les humains ordinaires se sacrifient eux aussi à ce magnifique équipage, mais broyés par lui, parce que, encombrant sa route avec d'horribles télégats, ce sont les perturbateurs de l'existence. Voulant l'approcher, ils ne font que diminuer sa splendeur et sombrer ignominieusement sous ses sabots avant même de l'avoir aperçu. Quand nous fûmes une semaine durant les crieurs enthousiastes de cet équipage qui roulait son faste sur la belle terre égyptienne. Puis, nous perdîmes le souffle, et il nous échappa. Pour le rattraper, Michael élabora un plan audacieux. Nous irons en Abyssinie, dit-il. En Abyssinie, m'écriai-je, mais partons tout de suite. Maintenant, j'étais curieux de savoir comment Michael envisageait nos moyens d'existence en Abyssinie. Bien simplement, nous serons des marchands ambulants de verroterie dans certaines contrées peu fréquentées de ce pays où, prétendait-on, l'indigène vous cède son ivoire contre une poignée de faux rubis. Alors nous allâmes nous enquérir des prix de la verroterie. Enfin, après avoir bouleversé tout le Caire, nous dénichâmes un sombre personnage balsacien qu'on disait vieil aventurier, grec. Aujourd'hui retraité, misanthrope, rhumatisant, reclus dans sa chambre, et brave honnête homme par-dessus tout. Il nous retint plus d'un quart d'heure sur le seuil de sa porte avant de nous permettre d'entrer. Puis petit à petit, son visage bourru s'éclaira à la flamme de nos illusions abyssiniennes. Il nous fit prendre place, apporta de l'eau de vie, nous questionna en connaisseur et finit par reconnaître en nous sa propre image de jadis, c'est-à-dire deux fous. Mais, sachant comme nul autre combien notre folie était définitive et chère à nos cœurs, il n'essaya point de démolir notre projet. Il nous remit son stock de verroterie, une dizaine de kilos de superbes marchandises, dont la grande variété nous éblouit. Oui, dit Michael, le regard au loin. Ce vieux n'a pas que des rhumatismes et de l'affection. Il a aussi une expérience de la vie qui n'est pas celle de tous les hommes, une expérience qu'il a érigée en philosophie personnelle. Ce n'est pas vrai, ainsi qu'on nous l'a dit, qu'il a couru l'aventure, mais bien le vagabondage, ce qui est tout à fait différent. L'aventurier veut et peut faire fortune. Le vagabond ne le veut et ne le peut. Si l'occasion se présente, le premier est capable d'exploiter l'homme, de le rouler, et même de commettre une infamie. Le second en est totalement incapable. Aussi, quand le vagabond est doué d'une intelligence féconde, la philosophie qu'il tire de l'expérience de sa vie est toujours digne d'estime. Pourtant,
faut s'en méfier. Ce que nous appelons vulgairement une philosophie prétend nous servir de guide perspicace dans toutes les circonstances de notre vie, comme s'il y avait une règle de vie commune à tous les êtres humains. Si règle de vie il y a, elle ne concerne que les humains qui veulent traverser l'existence à la manière du chat obligé de sauter par-dessus une mare. C'est ainsi que nos plus tendres parents prennent l'existence pour une mare. Ils nous prennent, nous, pour des chatons, et eux-mêmes pour des philosophes, parce qu'ils ont eu raison de la mare. Ils n'ont pas toujours tort, mais tout dépend de ce que la chatte a mis au monde. Et on a vu des chattes humaines qui ont enfanté des dragons. À qui il faut en vouloir? À personne, bien entendu. À qui en veut-on lorsqu'il ne pleut pas à temps? Voilà une anarchie divine à laquelle tous les parents, malgré leur amour, devraient se résigner philosophiquement. C'est ce qu'ils ne font pas. Et quand ils le peuvent, eh bien, ils coupent les ailes de leur petit dragon, lui rognent les griffes, lui épointent les dents, le mutilent de leur mieux afin de le détruire, afin de le réduire aux aptitudes du chaton. De là, la caricature d'humanité que nous avons sous les yeux, où tout est confection de ses chaussures à sa philosophie. Mais le vagabond qui manque de chaussures n'a pas davantage de philosophie de cette humanité. Est-ce à dire que la sagesse dont il se parle dans ses vieux jours doit s'étendre à tous ses frères de vagabondage? Non, encore non. Même s'il est doué d'une intelligence féconde. Néanmoins, le fait qu'il a eu une vaste vision de la vie et qu'il a surhumainement payé de sa personne pour l'avoir, lui donne quelques titres à notre estime. C'est le cas de l'homme que nous venons de voir. Ben, je pense que dans cet extrait, vous avez un peu toute la dimension de ce qu'est la littérature, chez le style, l'homme,